Bonjour tout le monde. On va commencer. Il est déjà 8h03. Alors, bienvenue au webinaire COVID-19, mesures de prévention en milieu de travail. Mon nom est Sonia Ziadé, je suis directrice du développement du réseau à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Comme vous le savez peut-être, le rôle des chambres est bien sûr de défendre les intérêts des entreprises et de mettre en valeur les entreprises et leurs meilleures pratiques. Mais aussi, ce sont des vecteurs d'information dans un monde où vous le voyez présentement, là, on reçoit énormément d'informations, certaines évidemment plus pertinentes que d'autres, et c'est là qu'on aimerait pouvoir avoir le temps de disséquer toute l'information qu'on reçoit pour bien la comprendre. Tout l'événement d'aujourd'hui qui nous a été demandé à quelques reprises, et c'est vraiment une initiative de ma collègue Karine Lafontaine. Elle est avec nous depuis juillet, donc peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas eu la chance de la rencontrer encore. Et c'est pourquoi je trouvais ça important de vous la présenter officiellement. Alors, Karine est conseillère principale SST à la Fédération. Auparavant, elle a notamment travaillé chez Hydro-Québec et à l'Association sectorielle paritaire de l'industrie de la construction. C'est une passionnée de la prévention. Elle a une longue feuille de route dans l'accompagnement des milieux de travail quant à la prise en charge de la prévention des accidents de travail, la prévention des accidents de travail. Et elle détient une maîtrise spécialisée en santé et sécurité au travail. Donc, Karine, je te cède la parole pour le déroulement du webinaire de ce matin et bonne présentation à tous. Bonjour tout le monde, merci d'être présent ce matin à ce webinaire sur la COVID-19 qui est organisé par la FCCQ en collaboration avec la santé publique. Donc, le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est entre autres de répondre à vos questions sur les mesures de prévention à mettre en place dans le milieu de travail par rapport au contexte de la COVID-19. Donc, je vous ai... Oups, excusez-moi, je ne suis pas capable de changer de diapositive. Donc, voilà. Donc, quelques informations avant de débuter. Compte tenu du nombre de participants, le son est désactivé. Donc, nous vous invitons à poser vos questions dans la section questions et réponses. Il y a une période de questions qui est prévue à la fin à cet effet. Et également, c'est enregistré et ce sera disponible sur notre nouvelle plateforme Pratique RH dans les prochains jours. Dans le fond, je vous invite à consulter notre nouveau site pratiquerh.com, pratique avec un S. Donc, nous avons deux invités ce matin du groupe de santé au travail, M. Brodeur et le Dr Denis. Je leur remercie d'être présents ce matin et je vais leur céder la parole. Bon webinaire. Oui, bonjour. Là, je suis un petit peu intimidé. Là, ça va se retrouver sur le web, mes armoires de cuisine des années 80. Mais bon, on va faire avec. Je m'appelle Ghislain Brodeur. Je suis coordonnateur du programme Santé au travail. En gros, je contribue à la cohérence et l'harmonisation des pratiques des équipes de santé au travail en santé publique dans les 18 directions socio-sanitaires de santé publique. Et ça, en interface avec la CNESST, qui est le maître d'œuvre du programme, qui le finance aussi en vertu du chapitre 8 de la Loi de santé et sécurité du travail. Donc, c'est une étroite collaboration entre les équipes de la CNESST ainsi que les intervenants régionaux en santé au travail. Et donc, je passe la parole à mon collègue Dr Denis de la région de Montréal. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Geoffroy Denis. Je suis chef médical du secteur santé au travail à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Je suis également ici à titre de participant au groupe de travail GTSAT COVID, en fait, le groupe de travail provincial qui est responsable d'émettre les recommandations que vous trouvez sur le site de l'INSPQ, les fameuses fiches qui ont été faites à l'intention des milieux de travail. Je suis également très impliqué avec mon équipe qui compte à peu près 120 personnes à Montréal en réponse aux besoins des entreprises pour la santé au travail en santé publique. Donc, je suis quand même très au fait de ce qui se passe actuellement sur le terrain où on aide les entreprises à la fois en prévention et dans la gestion des éclosions en lien avec la COVID-19. Donc, ça fait plaisir de partager un petit peu avec vous les raisons qui motivent en fait les principales recommandations qu'on vous fait, de pouvoir revenir sur celles-ci et pouvoir répondre à vos questions. Donc, on pourrait changer de diapositive et amorcer un petit peu la rencontre. Avant de parler un petit peu des mesures de prévention, je pense que c'est peut-être bon de faire juste un petit topo sur ce qu'on sait du virus jusqu'à présent. C'est sûr qu'on vit avec ce coronavirus-là depuis, en fait, dans le monde depuis plus qu'1 an, on ne le savait pas encore à l'époque.
disons, de façon officielle depuis au moins 8 mois. Il s'est publié énormément de choses. On a beaucoup plus d'expérience qu'on en avait depuis le début. Je pense que ça vaut la peine de juste revenir sur certains points, parce que pour vous expliquer pourquoi on fait les recommandations qu'on fait, il n'y a pas nécessairement de gaieté de cœur, c'est pas pour embêter les milieux de travail, c'est certain. Par contre, je pense que c'est important de comprendre un peu notre adversaire, notre virus, parce que notre virus, comme je l'ai dit souvent, il ne négocie pas dans sa façon de transmettre, même si on aimerait voir les choses un peu comme ça. Donc, ce qui anime un peu nos recommandations, c'est vraiment la façon que ce virus se propage là. Évidemment, on veut éviter qu'il se propage. J'en profite pour vous dire que non, contrairement à ce qu'on dit parfois, ce n'est pas qu'une grosse grippe. La COVID-19, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez dangereux pour certaines personnes. Bien sûr, vous le savez, vous avez lu la presse, donc là, on est âgé, puis on est à risque. Si on a certaines maladies, on est plus à risque de ce virus-là. On a quand même un taux de mortalité global d'à peu près, quand on tient compte de tous les strates d'âge, qui tournent en taux de 0,5 à 0,7 des gens qui sont infectés, ce qui est quand même majeur. Je vous dis, c'est au moins 10 fois pire qu'une bonne grippe saisonnière. Donc, c'est un big deal. Comme vous le savez, le principal problème, c'est notre système hospitalier qui ne peut pas encaisser le coup si jamais on devait laisser ce virus-là se répandre dans la nature. C'est un virus qui est quand même assez contagieux. Son principal mode de contagion, maintenant, c'est de plus en plus clair, c'est vraiment quand on le respire, ce virus-là, c'est la transmission de personne à personne, mais avec un contact relativement rapproché. Donc, vous êtes peut-être au fait qu'il y a tout un débat à savoir est-ce que c'est un virus qui se transmet par les grosses gouttelettes, par les aérosols. Moi, je vous dirais que c'est une vision qui est un petit peu faussement dichotomique. C'est pas aussi simple que ça. C'est un virus qui, oui, se transmet par l'air, qui est véhiculé dans les particules que vous allez émettre. Quand vous respirez, quand vous toussez, vous éternuez, vous riez, vous chantez. Donc, on émet autour de soi une espèce de nuage de particules qui est vraiment plus concentré, proche de la personne. À fur et à mesure que ce nuage-là s'éloigne de vous, il se dilue. Et en conséquence, la dose de virus qui est contenue dans ces particules-là diminue. Il faut savoir qu'il ne suffit pas de respirer un seul virus, bien sûr, pour tomber malade. Il faut en respirer quand même une bonne dose, ce qu'on appelle une dose infectieuse. Et il faut que ce soit des virus vivants capables de provoquer une infection. Donc, heureusement, on n'a pas un virus qui est parmi les plus contagieux connus. Ce n'est pas le virus de la rougeole. Donc, c'est un virus qui peut, par contre, se propager un peu à distance. Donc, vous allez voir, quand on a émis des recommandations sur les distances à respecter et sur le temps de contact, on essaie de tenir compte de cette réalité-là. Donc, on a un virus qui, oui, se transmet dans les airs, mais pour lesquels vraiment, ça prend normalement un contact qui est quand même assez rapproché. Puis il faut en respirer une certaine quantité de ce virus-là pendant une certaine durée de temps. Donc, on n'a pas vraiment de transmission qui ont été démontrées à très grande distance. Ce n'est pas nécessairement un virus qui voyage bien dans les systèmes de ventilation, on va le voir. Par contre, c'est un virus qui peut s'accumuler dans un milieu, en particulier un milieu fermé, et qu'on peut respirer. Donc, quand on a beaucoup de personnes qui, surtout s'ils vont parler, chanter, tousser, qui sont présents ensemble dans une pièce, on sait maintenant que c'est vraiment les conditions les plus dangereuses. On sait que c'est un virus qui s'attrape à peu près 18 fois plus facilement à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, quand on parle de conditions de travail, c'est très important d'en tenir compte. On pourra y revenir là-dessus si vous voulez dans la période de questions. Je vous parle également, juste avant de commencer, de la transmission par les surfaces, parce qu'il y a deux modes quand on parle de virus respiratoire, comme le virus de la COVID. On se demande comment est-ce que ça peut se transmettre autrement que par les airs. Bien, si on parle, des fois, les postillons, ils peuvent se déposer sur des surfaces. Ces surfaces peuvent devenir contaminées. Et après ça, si on touche des objets puis on se met les mains dans la bouche, on peut amener le virus sur soi. Donc, on se doutait au départ que c'était une voie possible. C'est toujours ce qu'on dit. Par contre, cette voie-là ne semble pas être la voie dominante de transmission du virus. Donc, il ne faut pas se relâcher complètement, mais quand on regarde les recommandations qu'on a faites depuis le début, on a quand même levé la pédale un petit peu sur tout ce qui est nettoyage, décontamination des surfaces, parce qu'on s'est rendu compte que ça explique probablement moins de 10% de la transmission du virus. Donc, plus de 90% de la transmission, c'est vraiment les contacts rapprochés. J'insiste encore une fois pour vous dire, le contact à distance à plus que 2 mètres, puis on y reviendra, est-ce qu'il est possible? Probablement dans une pièce fermée assez dense, mais encore une fois, ce n'est pas la voie principale de transmission du virus. Ce n'est pas un virus qui est si résistant, qui va se propager facilement dans les airs, même si ça peut arriver. C'est vraiment le contact rapproché qui est votre mode. C'est important à avoir en tête parce que c'est vraiment votre cible. Quand vous allez mettre des mécanismes de prévention en place dans vos milieux de travail, c'est vraiment à ça que vous devez vous attaquer. Et surtout être systématique.
essayer de trouver ces interactions-là où deux personnes vont se parler de façon non protégée, de façon rapprochée. On peut commencer, puis on va aller voir un peu qu'est-ce que ça nous a inspiré en conséquence comme mécanisme de prévention. On peut commencer les diapositives. Bon. Chose que je n'ai pas dit avec ce virus-là, vous le savez aussi, c'est un virus avec lequel, quand on l'attrape, on peut avoir tout un range de maladies. Ça va des personnes qui n'ont pas de symptômes. Malheureusement, on a affaire avec un virus qui peut parfois se cacher chez certaines personnes. Il y a même des personnes qui sont complètement sans symptômes, donc asymptomatiques, qui vont transporter le virus. On pense que ces personnes-là, malgré tout, celles qui ne vont jamais développer de symptômes, elles peuvent être contagieuses. Donc, c'est important à comprendre. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on garde une garde en milieu de travail relativement élevée en tout temps. Mais elles le sont probablement moins que les personnes qui deviennent symptomatiques. Et vous savez, quand les personnes deviennent symptomatiques, on a tout un spectre de conditions possibles. C'est pas tout le monde qui tombe malade avec la forme très sévère de la maladie, qui ressemble à une grippe 4+, avec la grosse fièvre, de la toux, de l'essoufflement, puis on peut même aller à l'hôpital, comme vous le savez. Il y a des gens qui vont attraper la COVID et ça va passer, ça va ressembler à un rhume ou ça va ressembler à une petite gastro. Donc, c'est une maladie qui a plusieurs visages et il faut être extrêmement prudent parce que le maximum de contagiosité de cette maladie-là se produit aux alentours du début des symptômes. Et la maladie, typiquement, chez la grande majorité des gens, commence par des symptômes qui sont relativement légers et qui vont empirer par la suite. Or, là où on veut attraper les personnes, c'est au début, parce qu'elles deviennent le plus contagieuses à peu près 24 à 48 heures avant le début des symptômes. Et pour les 2-3 jours suivants, c'est le pic de contagiosité que vous avez. Et ce début-là, il est souvent très insidieux. Donc, il faut faire attention avec cette maladie-là. Un des principaux outils que vous avez en conséquence pour au moins essayer de trouver les gens dans cette phase-là, c'est critique. Il faut vraiment empêcher ces personnes-là de pouvoir propager le virus. Donc, on vous recommande vraiment d'identifier les travailleurs symptomatiques pour qu'ils puissent s'isoler à la maison. Aller passer un test, en fait, et s'isoler à la maison. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est un outil qui existe. Les liens sont là pour l'avoir dans la présentation sur le site de l'INSPQ. Le site web du ministère de la Santé a un questionnaire en ligne que vous pouvez remplir. Donc, ce qui est très important pour vos travailleurs, c'est soit vous instituez un processus de triage au début. Encore plus idéal, c'est que vos travailleurs connaissent les symptômes et peuvent, dès qu'ils sont encore à la maison, s'identifier et vous appeler et pouvoir se mettre pour ne pas, même pas arriver au milieu de travail lorsqu'ils ont des symptômes et qu'ils puissent s'identifier. Non, ça c'était vraiment, on recommande même s'il y a des travailleurs qui peuvent être asymptomatiques, le questionnaire de symptômes est vraiment un moyen que vous devez mettre en place dans vos milieux de travail. On vous le recommande extrêmement fortement parce que c'est quelque chose qui est très utile. Il faut vraiment isoler les personnes. C'est comme ça qu'on peut stopper la transmission de ce virus. Peut-être une question qui est parallèle, qui est corollaire un petit peu. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont demandé est-ce que c'est une bonne idée de mesurer la température chez les travailleurs. Nous, on ne l'encourage pas. Je vous dis pas, on ne l'encourage pas. Première raison, c'est que seulement 40% overall des personnes qui attrapent le virus qui vont développer une température. Et c'est souvent pas le premier symptôme. Je vous ai dit, la contagiosité maximale, elle est au début des symptômes. Donc, ce n'est pas nécessairement le moyen qui va vous permettre de discriminer qui est contagieux ou pas. Ça peut aider. Donc, c'est pour ça qu'on ne le décourage pas non plus. On ne l'encourage pas sans le décourager. Mais ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas suffisant et ça ne remplace pas le questionnaire. On va changer de diapositive. Geoffroy? Oui? Juste pour précision, comme Dr. Denis disait, vous avez un module sur québec.ca pour les symptômes. Celui qui est sur le site de l'INSPQ dans la section Santé au travail, c'est un document beaucoup plus élaboré, complet, à l'intention des milieux de travail, dont il y a une annexe là, qui parle de la prise de température, comme le Dr. Denis vient de le faire. Puis là, vous aurez toute l'explication. Il y a aussi des références vers des sites web des équipes régionales de santé au travail dans ce document-là. Donc, je vous invite à le consulter. Il est spécifiquement fait pour les milieux de travail de manière plus élaborée avec toutes sortes d'indications. Merci, Ghislain. D'ailleurs, c'est bon, on a oublié de mentionner au départ de la présentation. On s'était dit, Ghislain va compléter quand j'oublie des choses et je l'invite à m'interrompre fréquemment, bien sûr. On va le faire. Excusons les cas de contact, on va quand même prendre, je pense, un petit 2 à 5 minutes sur cette diapositive-là parce qu'on a énormément de questions des milieux de travail sur la façon de gérer ça et ce n'est pas nécessairement hyper simple. On va d'abord démêler deux choses dans notre jargon pour vous retrouver. Ce qu'on appelle un cas, c'est quelqu'un qui est malade, donc quelqu'un qui a la COVID-19. Quand on dit qu'il est confirmé, c'est parce qu'habituellement, il y a un test positif qui vient confirmer. La personne qui avait des symptômes qui a passé un test et on lui a diagnostiqué la COVID. Il existe une autre
façon d'être un cas confirmé, c'est si vous vivez avec une personne qui a la COVID confirmée par un test et que vous développez des symptômes de la COVID, on n'a pas besoin de vous faire passer un test pour faire le diagnostic. Dans tous les cas, ce que vous avez à retenir, un cas confirmé, c'est un malade de la COVID-19. Donc, les malades de la COVID-19, je vous l'ai dit, sont très contagieux au début. Puis la contagiosité, si vous faites la forme légère de la maladie, qui est le cas de 90% des personnes qui vont l'avoir, peut-être même plus des fois chez les personnes plus jeunes, la contagiosité va diminuer rapidement. De telle sorte qu'on a ramené la période d'isolement, et je sais que ça a entraîné un petit peu de confusion chez beaucoup de personnes, on l'a ramené à 10 jours. Alors, je veux que ce soit bien clair. Les personnes malades, on recommande qu'ils s'isolent pendant 10 jours de temps parce qu'à la 10e journée, il y a plusieurs études qui sont sorties qui le confirment. C'est excessivement rare qu'on va avoir des personnes qui sont encore contagieuses après cette période-là. Le problème, c'est qu'ils peuvent avoir des tests positifs encore. Le virus, il n'est pas nécessairement vivant, mais on est capable de mesurer par des tests. C'est pour ça qu'on ne recommande plus de faire un test à la fin pour démontrer que la personne est malade. Ça ne sert à rien, ça ne veut pas dire que la personne est contagieuse. Donc, quand quelqu'un est capable de vous montrer un papier en vous disant « j'ai été passer mon test à cette journée-là, j'ai commencé mes symptômes à telle date », quand ça fait 10 jours que ces symptômes-là ont débuté, qu'on a fait plus de fièvre depuis au moins 48 heures et qu'il n'y a plus d'autres symptômes depuis 24 heures, sauf un petit peu de toux ou de perte d'odorat. Il y a 3 critères, je vous invite à aller les lire là, sur le site web de l'INSPQ. Quand on remplit ces critères-là, il n'y a pas de problème pour un retour sécuritaire sur le milieu de travail. Il n'y a pas besoin d'avoir un papier médical, d'avoir quoi que ce soit, un papier de la direction de santé publique. Donc ça, c'est pour les cas. Non, la quarantaine n'est pas tombée. Une petite question qui m'est arrivée, on va répondre à la fin, mais la quarantaine, j'y viens lors du retour voyage à l'étranger. C'est ça qu'il faut distinguer. Le problème, c'est qu'il faut distinguer la personne qui est malade, elle va être contagieuse, on estime, sur une période maximale de 10 jours. Le problème, c'est qu'il faut distinguer ça de la période qu'on appelle la période d'incubation. Incubation, quand vous êtes en train de cuver votre virus, vous avez été exposé, vous êtes à ce moment-là ce qu'on appelle un contact étroit. En contact étroit, on le définit comme étant avoir passé plus que 15 minutes à moins de 2 mètres de quelqu'un qui est infecté. C'est ça la principale notion de contact étroit ou de vivre avec la dite personne. Quand on a un contact étroit, on peut avoir absorbé assez de virus pour développer la maladie. Ça ne va pas se développer instantanément. Le virus, avant de développer des symptômes, peut incuber jusqu'à 14 jours et ça, on ne peut pas raccourcir cette période-là. Il y a des gens qui tombent malades jusqu'à 14 jours après avoir été exposés. C'est la raison pour laquelle l'isolement préventif, là, on ne parle pas de quelqu'un qui est malade. Quand on vous suggère de retirer les contacts étroits de quelqu'un, il faut garder un 14 jours. Pour quelqu'un qui a un soupçon qui a pu être exposé, donc qui revient d'un voyage à l'étranger, c'est la même période de temps. C'est 14 jours qui est recommandé parce que c'est la période d'incubation du virus. Donc, on se donne cette plage de sécurité-là. En moyenne, c'est 1 semaine à peu près la période d'incubation, mais il y a des gens chez qui ça peut s'étirer. Donc, on vous recommande vraiment, puis on ne peut pas raccourcir cette période-là. Régulièrement, on revise la littérature scientifique, on essaie de voir est-ce que c'est une période qui pourrait, elle aussi, être raccourcie. Pour l'instant, on en arrive à la conclusion que non. Quand vous allez voir des fois dans nos documents des termes de personnes en attente de résultats ou personnes sous investigation, c'est quelqu'un qui a des symptômes et qui a passé son test mais qui attend les résultats. Comme vous savez, malheureusement, dans quelques régions au Québec actuellement, on éprouve des difficultés à avoir les résultats de tests à temps. Ce qui nous a amené, nous, les équipes de santé au travail, à réfléchir à une mesure préventive supplémentaire qu'on ne voit pas nécessairement dans les autres recommandations plus générales de la santé publique. Et c'est celle de retirer les contacts étroits de personnes qui n'ont pas encore eu leur résultat de test. Donc, je vous en parle ce matin. Si vous allez lire notre questionnaire, vous allez voir dans les instructions qui suivent avec le questionnaire qu'on vous suggère, ce n'est pas obligatoire, mais on vous suggère de retirer les travailleurs qui ont été en contact avec des gens qui sont symptomatiques et qui attendent leur résultat de test. Vous n'êtes pas obligé de le faire. L'obligation, on vient plus quand le diagnostic tombe. À ce moment-là, oui, il faut vraiment retirer les gens. Mais si vous voulez vraiment couper la chaîne de transmission, parce qu'il y a des délais actuellement, on a tellement eu de cas rapidement, on a de la difficulté à les enquêter à temps. Même les laboratoires ont aussi de la difficulté à fournir les résultats à temps. Je vous dirais de ne pas attendre. De ne pas attendre l'appel de la santé publique non plus. Si vous voulez vraiment éviter une éclosion dans votre entreprise, la meilleure chose à faire, c'est d'être très agressif dans cette gestion-là des cas et contacts. Dès que vous avez quelqu'un qui est symptomatique, ça ressemble à de la COVID, qui est allé passer un test, évidemment, cette personne-là ne rentre pas. Essayez de trouver les contacts que cette personne-là peut avoir dans le milieu de travail et retirer ces personnes-là aussi pour un isolement préventif de 14 jours. C'est ce qu'on appelle les contacts étroits. Évidemment, si le test revient négatif, vous pourrez réintégrer les travailleurs. Mais on vous suggère d'être plus prudent, surtout en deuxième vague actuellement, d'être plus prudent que moins à cet égard. Donc, je pourrais répondre à des questions si des gens ont d'autres
d'autres préoccupations pour ça. Puis je vous invite vraiment à contacter votre direction régionale de santé publique, votre équipe de santé au travail. Si vous voulez plus de détails sur la gestion des cas de contact, je sais que c'est complexe. Si jamais vous êtes aux prises avec des travailleurs qui sont infectés dans votre entreprise, on peut vraiment vous donner un coup de main, on va vous accompagner là-dedans. N'hésitez pas, n'attendez pas l'appel nécessairement. À cause des délais des enquêtes, il faut d'abord que la personne ait son résultat positif, que le résultat soit transmis à la direction de santé publique, qu'un enquêteur des équipes des maladies infectieuses lui parle et que l'information nous arrive en santé au travail. Des fois, le délai est trop long, malheureusement. Donc, dès que vous avez connaissance, vous allez le savoir avant nous souvent, votre travailleur va vous appeler comme employeur, va vous dire « Je suis malade ». Dès que vous avez cette information-là, appelez votre direction régionale de santé publique, équipe de santé au travail. Ils vont pouvoir vous aider pour gérer, identifier les contacts étroits. Soit dit en passant, puis je termine là-dessus pour cette diapositive-là, des contacts étroits en milieu de travail, si vous suivez à la lettre les recommandations qui sont présentes sur le site web, en principe, vous ne devriez même pas en avoir sur votre milieu de travail. On les a conçues, ces recommandations-là. Si vous les suivez, en fait, que quelqu'un arrive infecté dans votre milieu de travail, que le milieu de travail est suffisamment sécuritaire qu'on n'ait même pas à retirer de travailleurs supplémentaires, c'est vraiment l'objectif qu'on avait en tête. Donc, la bonne nouvelle quand même derrière ça, c'est si vous avez une gestion serrée en prévention, vous n'allez pas décimer votre entreprise dès qu'un travailleur va se pointer en étant positif. Vous allez être capable de résister à ça. Et je dois vous dire d'ailleurs, c'est ce que j'observe à Montréal dans ma propre équipe. 4 entreprises sur 5 qui ont affaire avec un cas de coronavirus chez un de leurs employés n'ont pas d'éclosion. Donc, ça se limite à ce cas-là qui arrive dans l'entreprise. C'est souvent le signe d'une entreprise qui a réussi à mettre ses moyens préventifs en place. On peut changer de diapositive. Donc, vous avez probablement des travailleurs qui ont des conditions de santé particulières. On a émis des guides qui vont être mis à jour très bientôt et j'ai vraiment hâte, on travaille assez fort là-dessus. C'est juste qu'il y a énormément de littérature à revoir qui est sortie là-dessus. Les catégories de travailleurs que vous voyez ici, si vous voulez savoir c'est qui plus précisément, vous pouvez aller lire les publications sur le site web de l'INSPQ. Ce sont des travailleurs qui sont plus fragiles, dans lesquels la mortalité est nettement plus augmentée. Les chances que les personnes aient des atteintes de santé plus sévères est nettement plus élevée. Donc, on recommande le retrait ou l'adaptation d'un poste de travail pour ces gens-là. En général, le bottom line, je vous dirais, c'est si vous êtes capable d'avoir un environnement de travail qui est sécuritaire en termes de distanciation, on va voir bientôt la hiérarchie des moyens préventifs, vous pouvez réintroduire sécuritairement un travailleur qui est dans ces catégories-là. À l'exception, si jamais c'est le seul port d'équipement de protection individuelle qui vous permet de faire une barrière, donc si la personne a à travailler à moins de 2 mètres de ses collègues pendant une période prolongée, malheureusement, on déconseille pour les 3 catégories de personnes ici de le faire, même avec le port d'un masque de procédure, de lunettes. Ce ne sont pas des mesures qui sont jugées suffisamment protectrices pour ces catégories de travailleurs-là. Donc, on va les ramener au travail seulement si on est capable de les protéger par des barrières physiques, par une distanciation. C'est vraiment le message qui est important pour ces personnes. Je vous invite à rester à l'affût. Les guides vont bientôt être mis à jour, puis vous allez voir, on a ajusté de façon un petit peu plus fine les travailleurs qui sont visés par ces recommandations-là. Donc, j'espère que d'ici la fin du mois, en fait, on va pouvoir avoir la version 2.0 de ces guides-là. Geoffroy, oui, par rapport à ça aussi, en complément, lorsque vous regardez ces documents-là, vous allez réaliser là, que ce sont des documents hautement scientifiques, médicaux. Ce n'est pas seulement des fiches ou des aides-mémoires, mais carrément des documents bien complets avec une revue de littérature. Ça pour vous dire que les médecins dans les cabinets médicaux consultent ces documents-là afin d'émettre leurs recommandations pour ces travailleurs. Ce sont des documents majeurs et importants là, pour les réseaux cliniques médicaux ici pour le système de santé, mais même pour les travailleurs de la santé, c'est une référence. C'est juste là, on peut changer de diapositive. La grosse base, c'est, on le répète souvent, on a tendance à l'oublier, mais il faut que vous ayez des milieux de travail qui soient adaptés pour permettre ça, en particulier le lavage des mains, je vous dirais. Donc, d'avoir des solutions de gel hydroalcoolique aux endroits clés, d'avoir des lavabos avec du savon, puis de s'assurer qu'il y a toujours du savon dans vos distributeurs. Ça a l'air niaiseux, c'est la base, mais c'est très important, même si c'est pas suffisant en soi pour contrôler la pandémie. La grosse base doit toujours être présente. Puis je vous dirais, n'oubliez pas, puis affichez aussi. Parlez-en à vos employés, je vous dirais. C'est important de prendre un temps d'arrêt pour parler de la COVID avec eux, puis de faire le tour des recommandations, incluant ces mesures-là de base. Donc, hygiène des mains, un point clé vraiment important. On peut changer de diapositive.
Nettoyage et désinfection, comme je l'ai dit tantôt, maintenant ce qu'on sait du virus, c'est pas quelque chose à ne pas faire qui n'est pas important. Je vous dirais, je pense qu'il faut avoir cette préoccupation-là. Ne devenez pas cependant complètement habité par cette idée-là qu'il faut absolument désinfecter l'usine ou le milieu de travail au grand complet. C'est une perte de temps et on a remarqué que les milieux de travail mettent souvent énormément d'énergie sur le nettoyage et la désinfection au détriment des autres mesures préventives. Je vous dirais que ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est important de nettoyer de façon plus rehaussée qu'avant la pandémie. Même chose pour la désinfection. Souvent, les gens disent la désinfection, c'est compliqué. Il faut nettoyer d'abord. Ensuite, je mets un désinfectant. Je dois attendre le temps qui est écrit sur la bouteille de désinfectant. Désinfectant, là, une fois par jour, peut-être sur ce qu'on a dit, les surfaces high touch, donc les poignées de porte, tout ce qui va être touché fréquemment par vos employés. Peut-être les désinfecter, pas à chaque heure. C'est une fois par quart de travail, minimalement une fois par jour, c'est mieux. Je préfère que vous fassiez un nettoyage plus fréquent sans nécessairement avoir de désinfection. Ce n'est pas un virus qui est très résistant, donc il est éliminé par la plupart des détergents sans aucun problème. L'idée, c'est plus de le faire relativement souvent avec un protocole qui n'est pas trop compliqué, plutôt que de désinfecter l'usine au grand complet une fois par mois. Ça sert à rien. Et je vous dis aussi de désinfecter complètement l'usine si vous avez une éclosion, ce n'est pas nécessairement non plus quelque chose qui est recommandé. Ceci dit, si vous avez un espace plus fermé comme un bureau qui est occupé par quelqu'un qui était malade au travail, ce n'est pas une mauvaise idée de le nettoyer, de le désinfecter. Mais comme je vous dis, je vous incite un peu à mettre les choses en perspective. Ce n'est pas une voie principale et majeure de contagion. Donc, il faut rester raisonnable avec ces efforts. On peut poursuivre. La ventilation, même chose un peu. Je vous disais, c'est un virus qui, oui, peut s'accumuler. Puis, je vous dirais, ce qu'il faut chercher à éviter comme situation, c'est la promiscuité. C'est d'avoir la densité de personnes dans un bureau qui est mal ventilé, qui n'a pas des plafonds très élevés. C'est plus vous allez avoir des gens collés ensemble, qui n'ont pas de protection, qui sont présents dans un endroit qui est clos, qui est mal ventilé. Pire c'est d'un point de vue transmission. Donc, vous devez essayer d'agir pour diminuer ces effets-là. Puis une des bonnes façons de le faire, c'est d'avoir une ventilation qui est adéquate. Je vous dirais, il y a des recommandations qui sont faites, qui sont disponibles sur le site de l'INSPQ. Un peu comme le nettoyage, je vous dirais, vous n'avez pas besoin de devenir complètement gonzo avec ces recommandations-là. Ce n'est pas nécessairement approprié, je vous dirais. Ce qui est très, très important, essayez de maximiser l'apport d'air frais. Puis je sais, on dit d'éviter le mode de recirculation. Je sais que pour certains systèmes, c'est impossible. C'est juste de favoriser, puis ça coûte cher le chauffage, on s'en vient en hiver, j'en suis conscient. Essayez d'avoir quand même un certain taux de changement d'air à l'heure qui est relativement libéral, d'y aller un petit peu plus, le plus que vous pouvez vous le permettre. Le mieux c'est. Les filtres MERV 13, c'est quand même assez serré, c'est ce qu'on utilise dans les hôpitaux. Est-ce que c'est nécessairement nécessaire? Je vous dirais, moi, ce ne serait pas ma première recommandation. Faites attention si vous voulez faire ça. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un virus qui se propage d'une pièce ou d'un étage à l'autre. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces filtres-là? Moi, je mets un certain bémol là-dessus. Faites attention parce que ce n'est pas tous les moteurs de système de ventilation qui peuvent pousser à travers des filtres aussi serrés. Vous devez vraiment faire affaire avec un spécialiste en ventilation si vous décidez de changer de calibre de filtre pour être sûr que votre système de ventilation le supporte. Parce qu'honnêtement, si vous mettez des filtres qui sont très serrés et il n'y a plus d'air qui passe, ça va être pire. Parce que la meilleure ventilation, c'est ça qu'on veut. Si vous avez des fenêtres, vous pouvez les ouvrir, tant mieux. L'idée, c'est de ventiler. Ce n'est pas nécessairement de filtrer à outrance. Dans une pièce. Et surtout d'éviter, on va y revenir, de mettre beaucoup de monde dans une pièce quand ce n'est pas nécessaire, en fait. Puis bon, s'assurer ici, on dit sur la précision, dans le fond, qu'on puisse avoir une pression positive dans le couloir, qu'on puisse avoir, dans le fond, de l'air qui va vers les bureaux qui sont fermés plutôt que des bureaux fermés vers le corridor. Si, encore une fois, c'est quelque chose qui est possible avec les systèmes de ventilation que vous avez en place, ce n'est pas des mauvaises idées, bien sûr. Mais encore une fois, je ne voudrais quand même pas que le monde sorte avec l'idée un peu paranoïaque que c'est un virus qui va se propager dans tout un bâtiment. Ce n'est pas ça qu'on observe dans l'épidémiologie. Vraiment, de façon très, très, très majoritaire, les gens qui se contaminent, c'est des gens qui sont à proximité. Quand je dis proximité, c'est quelques mètres. Ce n'est pas à l'autre bout de la pièce quand on a des personnes. Donc, on peut continuer. Hiérarchie et moyens de contrôle. S'il y a un document que vous devriez lire sur le site de l'INSPQ qui a plein de fiches par ailleurs, c'est probablement celui-là, dans lequel est contenue cette figure. Donc, je vous incite, en plus, il vient d'être mis à jour. D'ailleurs, j'en profite en passant pour vous dire, regardez bien la date. On a émis beaucoup de fiches, beaucoup d'avis. Le problème, c'est que ça devient un petit peu difficile des fois de les mettre à jour en temps opportun. Quand vous voyez qu'une fiche est plus récente qu'un avis comme celui-là, qui est assez de base, est plus récent, dites-vous que les recommandations qui sont contenues à l'intérieur sont celles qui sont les plus à jour par rapport à des fiches qui sont plus anciennes. Ce document-là vient d'être mis à jour. Hiérarchisation des mesures de contrôle. Je vous dirais, ça devrait être votre lecture de chevet si vous êtes en santé et sécurité au travail dans vos entreprises. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et j'insiste sur le principe suivant de la pyramide qu'on connaît tous en santé et sécurité au travail.
télétravail, qu'on a tendance à oublier en pandémie, parce qu'à chaque fois, on parle de masques toujours en premier, des EPI. Vous le savez, c'est la dernière chose qu'on devrait toujours considérer en premier, c'est la minimisation des distances. Regardez, je suis à distance, Ghislain aussi. Moi et Ghislain, présentement, nous avons zéro risque d'attraper la COVID dans nos bureaux. C'est la seule mesure qui est fiable à 100%. Je vous dis, aucun problème avec ça, vous ne pouvez pas l'attraper. À part peut-être les enfants qui vont à l'école, mais ça, c'est notre histoire. Ghislain? Avant que tu poursuives, je veux juste dire aux gens que je vais mettre dans la conversation l'hyperlien vers le document complet, ainsi celui de la CNESST qui est harmonisé et cohérent, là, les deux ensemble. Il y en a un qui va plus en détail, puis l'autre qui est peut-être un petit peu plus visuel. Je vous laisse consulter les deux. Excuse-moi, Geoffroy, c'était juste pour m'assurer que tout le monde ait la source d'informations complète. Excellent. Donc, on va aller un petit peu plus en détail sur chacune des mesures, mais juste je vous dis, avant même qu'on commence sur ces mesures-là, le sommet de la pyramide, pour nous, c'est très clair que c'est ce qui est le plus important. Puis je trouve ça dommage parce que je pense que systématiquement, on inverse la pyramide quand on en parle. Puis je trouve ça dommage. Parce que je veux que vous reteniez, la meilleure façon de contrôler ce virus-là, c'est vraiment d'y aller dans l'ordre, pas d'y aller à l'envers. Si vous y allez à l'envers, vous appelez le trouble dans vos entreprises. Ceci étant dit, on va voir un petit peu chacune de ces mesures-là. On va commencer par la distanciation et la minimisation des contacts. Donc, vous pouvez y aller. Privilégier le télétravail. Je sais que ce n'est pas nécessairement populaire dans tous les sites, ce n'est pas nécessairement faisable, bien entendu, dans tous les. Je comprends très bien qu'on ne peut pas fabriquer les objets à distance. Par contre, je trouve que souvent, certains milieux de travail manquent un petit peu de flexibilité à cet égard-là. Surtout le travail qui peut se faire, le travail de vente, le travail qui est plus bureautique. Ce genre de travail-là peut souvent se faire à distance. N'hésitez pas à le faire, comme je disais, c'est la seule façon fiable à 100% de prévenir la transmission sur les milieux de travail. C'est d'avoir moins de monde et d'avoir des gens qui restent en télétravail. Donc, vraiment, cette idée-là de diminuer le nombre de contacts non nécessaires dans votre entreprise, ça devrait être la priorité si vous voulez couper, vous voulez empêcher la transmission. Une des excellentes façons, c'est le télétravail. Évitez les grosses réunions à plusieurs. Je dois dire, je me suis habitué avec les Teams, Zoom, Google Meet de ce monde. Après une petite période d'adaptation, franchement, je dois vous dire que je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi productif à distance. Il y a énormément de littérature qui commence à sortir là-dessus. Puis j'achète de moins en moins les arguments qu'il faut absolument se rencontrer à 30 dans une salle, pognés les uns sur les autres pour faire quelque chose de productif. Je n'achète plus ça maintenant quand on sait utiliser de façon intelligente les technologies. Et je vous encourage à le faire, en particulier pour les réunions. Ça, c'est quelque chose qui est important. Petite parenthèse que je fais quand même sur la transmission, ce que moi, j'observe dans les entreprises de Montréal qui ont des problèmes de contagion actuellement, c'est beaucoup le bruit de ces mesures-là. La transmission, là, elle ne vient pas vraiment de la clientèle qui vous passe le virus quand vous êtes dans le commerce, des choses comme ça. C'est très rare qu'on voit des choses comme ça. Ce que j'ai vu énormément, c'est les employés qui se le passent durant les pauses, durant les périodes de repas, quand ils baissent leur garde, puis c'est quoi qu'ils font? C'est pas juste qu'ils lèvent les masques, ils sont à moins de 2 mètres, ils ne s'en rendent pas compte. On est en situation où on s'échange le virus parce qu'on est à proximité. Les petits chit-chats dans le corridor, dans le cadre de porte, les réunions où on ne respecte pas la distanciation, où on met trop de monde dans des pièces, ce sont des problèmes. C'est des choses que vous devez éviter le plus possible, particulièrement en vague pandémique comme actuellement. Donc, de diminuer le nombre de travailleurs qu'on va mettre ensemble si ce n'est pas strictement nécessaire. Évidemment, quand on est dans une chaîne de production, c'est une autre histoire. Ceci étant dit, il y a beaucoup de chaînes de production qui ont été assez créatifs, qui ont réussi à espacer certains postes. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de chaînes de production qui ont des aires assez grandes et assez ventilées, ce qui déjà en soi est favorable et empêche la transmission du virus. Donc, quand vous pouvez vous le permettre, s'il vous plaît, distanciation. Petite équipe stable. Aussi, l'autre principe qui est très important, essayez de minimiser le nombre de personnes qui vont se promener d'équipe en équipe, de succursale en succursale, d'étage en étage. Le principe, c'est d'avoir des petites équipes le plus stables possible. Il ne faut pas que les gens aient rencontré beaucoup de personnes différentes au sein de votre entreprise ou avec des clients de façon fréquente. Plus vous avez des contacts sociaux différents, plus vous maximisez vos chances de tomber sur quelqu'un qui est infecté. Donc, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir à des petites équipes aussi. L'autre bénéfice que vous allez avoir des petites équipes comme ça, c'est quand quelqu'un est contaminé, mais ça restreint son cercle de contagion, vous ne ferez pas tomber votre compagnie au complet si jamais vous avez un problème dans une équipe. Le pire qui peut arriver, c'est cette unité-là qui va être problématique, pas les autres. Donc, on vous encourage à essayer de mettre des compartiments, si vous voulez, entre vos différentes équipes et de respecter surtout l'étanchéité de ces compartiments-là. Même chose pour les horaires, les chiffres, les quarts de nuit, quarts de jour, quarts de soir. Donc, d'essayer de minimiser les échanges entre des groupes de personnes qui sont différents. On peut continuer. Donc, si on n'est pas capable de faire ça, parce que ce n'est pas tous les jobs, j'en suis conscient, où on peut vraiment réussir à maintenir cette distance-là, la barrière physique est l'étape suivante qu'on vous suggère. Donc, il y a des règles.
prévient le gros de la projection et aide à contenir un petit peu votre nuage de gouttelettes vers vous, si vous voulez, quand vous avez un panneau. Je vous dirais, est-ce que c'est la solution miracle? C'est pas la solution qui va vous permettre, je pense, de cramer 150 personnes dans un même lieu à 50 cm de distance dans une forêt de plexiglas. Ça, je suis pas certain que ce serait un modèle qui serait super. Je ne vous recommande pas nécessairement de l'essayer parce qu'il vient un moment donné où votre nuage de gouttelettes va finir par déborder chez le voisin. Un petit peu quand vous avez ça. Donc, c'est pas la solution miracle, mais c'est quand même nettement mieux que de rien avoir du tout. Donc, on vous le recommande. Ça aide à bloquer la projection des grosses particules. Ça contient un petit peu les particules aussi de votre côté. On leur recommande d'avoir au moins 2 mètres de hauteur. Il y a des recommandations techniques que vous pouvez suivre sur différents guides, dont celui de l'IRSST qui est quand même très bien fait, que je vous recommande de suivre. Mais encore une fois, faites attention. Si vous avez une grande concentration de travailleurs et vous vous apprêtez à mettre énormément de barrières physiques, important de voir peut-être avec un spécialiste en ventilation aussi, parce que parfois, ces dispositifs-là peuvent nuire à la ventilation. Ça peut devenir contre-productif. Ça peut nuire au pattern de ventilation. Donc, comme je vous dis, c'est une bonne solution, pas nécessairement une solution miracle à envisager avec circonspection, qui ne remplace pas la distanciation, encore une fois. Et Geoffroy, oui? Au niveau du commerce, là, on le voit, il est maintenant installé partout, hein, le plexiglas au niveau des caisses et tout ça. Par contre, on remarque certains endroits où il est un peu plus large, un peu plus haut que d'autres. Hein. Et derrière le plexiglas, le travailleur, lorsqu'il est derrière, en autant qu'il soit suffisamment grand, doit-il porter le masque ou le couvre-visage? C'est une question qui revient souvent. J'en profite parce que je suis sûr qu'elle va venir à la fin de toute façon. Oui. Si vraiment la barrière elle est bien faite, en principe, il n'est pas obligé d'avoir une protection de ce type-là s'il est seul et il n'y a pas de contact avec les Ce que je vois malheureusement assez souvent dans les commerces, il faut faire attention à cette règle-là parce que souvent, on n'est pas seul derrière le comptoir. Donc, si vous avez des contacts avec d'autres employés, ça va être difficile de maintenir le 2 mètres. À ce moment-là, je vous dirais que c'est beaucoup plus raisonnable d'avoir le masque de procédure, le masque médical, même si on est devant un... La barrière, je pense, il ne faut pas l'enlever pour autant parce que ça avait des masques. Il ne faut pas garder cette idée-là. Je pense qu'elle vient vraiment vous donner un gros coup de plus supplémentaire. Mais la situation où on peut vraiment se dispenser d'avoir un masque, c'est celle où on est vraiment seul derrière le comptoir. Et comme tu le disais, Justin, que le plexiglas, ce n'est pas un petit carré de 2 pieds par 2 pieds, là, suspendu avec 2 petits crochets. Pour moi, je vois un plexiglas qui est quand même, qui a son 2 mètres de hauteur minimum, qui n'a pas vraiment, il n'y a pas énormément de trous là, dedans pour que ce soit vraiment un écran qui soit efficace. Et j'ajouterais, Geoffroy, que le couvre-visage n'est pas recommandé pour les milieux de travail ni exigé par la CNESST. Non, du tout. Je pense que c'est la diapositive suivante. On va parler un peu des masques. Je regarde, je pense que c'est à peu près 5 minutes là, pour la rencontre, mais on arrive proche quand même de la fin aussi. On va terminer en fait avec les EPI, cette présentation-là. Une caractéristique qu'on a choisie dès le départ, nous, en santé au travail, c'est de demander le masque médical de qualité. En fait, quand on parle de masque médical de qualité, on voulait utiliser masque de procédure, on s'est fait dire par notre bande qui est un petit peu plus linguistique que c'est un anglicisme. Je trouve ça plate un peu parce qu'on entretient la confusion. On a parlé de masque chirurgical, masque de procédure, masque médical. Dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est un masque certifié. Certifié quoi? Qui respecte les normes de l'ASTM, qui est l'organisme en Amérique du Nord qui est le plus reconnu, de niveau 1. C'est pour ça qu'on l'appelle masque médical, parce que les masques médicaux, ben, par définition, ce sont des masques au moins niveau 1 ASTM. C'est ce qu'on recommande ou l'équivalent. Je sais que ce n'est pas nécessairement évident. Je vous invite à parler avec vos équipes de santé au travail qui ont des personnes en hygiène du travail qui peuvent vous aider dans chacune de vos régions à déterminer si vos fournisseurs, ce qu'ils vous donnent, c'est bel et bien des masques qui ont ces certifications-là ou son équivalent. Donc, il existe des chartes d'équivalence. Ça, c'est assez complexe. Je ne veux pas embarquer là-dedans ce matin. Mais pourquoi on demande ce niveau-là quand même pour des masques? C'est que quand on regarde la littérature scientifique, on n'a pas de preuve extrêmement formelle que le couvre-visage est efficace. On pense que c'est efficace quand même pour baisser une partie de l'exposition. C'est un moyen de protection collective dans le sens que le couvre-visage, ce que j'appelle couvre-visage, c'est les masques en tissu qu'on peut acheter un peu partout ou même se fabriquer soi-même. Donc, ces morceaux de tissu-là sont d'une efficacité extrêmement variable, ça on le sait, pour faire des tests en laboratoire. Ils sont une certaine efficacité pour garder ses propres gouttelettes à soi, mais ils n'offrent aucune protection, du moins la protection est très, 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 très variable pour la personne elle-même. Donc, on ne dit pas que les couvre-visages offrent une protection, confèrent une protection à la personne qui le porte. Elle aide à protéger les autres de vos positions. Alors que le masque médical, on sait, parce qu'on a des données scientifiques, quand on utilise des masques qui sont vraiment certifiés, que ces masques-là aident à vous protéger en bonne partie contre les gouttelettes. Donc, ce n'est pas juste de protéger les autres. Non seulement ils ont une efficacité supérieure au couvre-visage en général pour protéger les autres, mais en plus, ils vous protègent vous quand vous le portez.
Or, n'oubliez pas, en vertu de la loi de santé et sécurité au travail, article 51, vous avez comme responsabilité de protéger vos travailleurs. Pour nous, ça nous apparaissait important qu'on puisse avoir un équipement qui vous protège à la fois et qui protège les autres. Ceci étant dit, je voudrais quand même dire, je l'ai dit tantôt, les EPI, c'est la chose qu'on considère en dernier, normalement, dans la hiérarchie des moyens de mesures préventives. La raison à ça, c'est qu'il n'y a aucun EPI qui est fiable à 100%. Donc, ça va arriver que même si tous vos travailleurs emportent des masques, il y a une possibilité de contagion. Elle est fortement diminuée, mais elle n'est pas inexistante. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si vous pouvez vous permettre d'éviter des contacts rapprochés, c'est toujours le mieux. Si vous ne pouvez pas, ce qu'on vous recommande, masque médical de qualité avec la protection oculaire. Le problème, je vous dirais, avec les yeux, c'est qu'on sait que ça peut être potentiellement une voie d'entrée du virus, mais on n'est pas capable de quantifier actuellement. On sait que le virus, que les yeux contiennent des cellules qui sont sensibles au virus. Il y a quelques cas documentés dans la littérature de personnes qui semblent avoir attrapé la COVID par les yeux, donc sous forme de conjonctivite, qui a dégénéré ensuite par des symptômes respiratoires. Et comme on n'est pas capable de quantifier cette voie de transmission-là, que souvent dans les études, les études viennent beaucoup du monde hospitalier et à l'hôpital, normalement, on porte la protection oculaire en même temps que le masque médical. C'est extrêmement difficile de dire c'est quoi l'apport qui revient à quel morceau d'équipement. Donc, pour ces raisons-là, on vous suggère de porter les 2 pièces d'équipement quand vous êtes en contact avec des gens qui peuvent être contagieux, c'est-à-dire n'importe quelle clientèle, par exemple. Le seul endroit où on vous dit que vous pouvez enlever la protection oculaire, c'est quand vous êtes que des travailleurs ensemble et que tous, je dis bien tous, portent un masque médical de qualité et non pas des couvre-visages. Donc, à ce moment-là, puisqu'on a une bonne assurance que les gouttelettes sont bien contenues chez les personnes, on peut se permettre d'enlever la protection oculaire. Dans les autres circonstances, on vous la recommande parce qu'on sait que c'est une voie d'entrée qui est potentielle. C'est pas obligé d'être des lunettes de sécurité à tout craint parce que bien normé CSA, par exemple, parce qu'on ne cherche pas une résistance à des projections ou quelque chose. Donc, ça peut être des panneaux qu'on va ajouter par contre latéral à des lunettes de prescription parce que c'est souvent pas suffisant. Juste les lunettes ordinaires pour se protéger du virus. Par contre, à moins que la situation l'exige dans le contexte où vous travaillez, des lunettes de sécurité, si c'est juste pour le virus, vous n'êtes pas obligé d'avoir des lunettes normées. On avance un petit peu. La visière seule, je voudrais vous dire, c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter. Je sens qu'on joue, c'est... Le problème qu'on a, je dirais, avec le masque et la protection oculaire, on le sait, c'est beaucoup la buée. La première chose, je vous dirais, quand vous avez les problèmes de buée avec les lunettes, essayez les différents trucs qui sont disponibles sur Internet, de mettre du savon, par exemple, sur les lunettes, de bien ajuster le masque, d'asseoir les lunettes par-dessus. Ça devrait être la première chose qu'on essaye dans le contexte de travail avant de baisser la garde. Je vous dirais que ce serait mieux de garder les 2 pièces d'équipement. Si vraiment, pour des raisons de sécurité, c'est impossible, puis vous avez tout essayé, puis vous avez encore des problèmes de buée, je vous dirais la première pièce d'équipement à sacrifier, ce n'est pas le masque, c'est la protection oculaire. Donc, si vous avez à sacrifier quelque chose en premier, s'il vous plaît, enlevez les lunettes ou la visière et gardez le masque. C'est au moins un pied à aller. Si dans le pire des cas, pour une raison quelconque, ça ne fonctionne pas le masque, et je pense qu'il n'y a pas énormément de situations où ça peut se produire, dans le grand pire des cas, on s'est dit la visière seule pourrait être le dernier recours. Et je vous dirais le problème avec la visière seule pour nous, si jamais on fait une enquête, si vous avez un cas, par exemple, de COVID, que tout le monde avait seulement que des visières, nous, quand on va faire l'enquête, on considère qu'ils ne portent rien. C'est-à-dire qu'on va retirer les gens qui ont été en contact avec des personnes dont la seule protection, c'était la visière. Donc, je vous le mentionne parce qu'on trouve que c'est la pièce d'équipement la moins sécuritaire lorsque porter ça. Par contre, porter avec un masque, bien sûr, c'est quelque chose qui ajoute. Donc, dans cet ordre-là, on vous recommande. Masque et lunettes, c'est vraiment le best. Si vous êtes obligé vraiment de sacrifier quelque chose pour la sécurité, les lunettes d'abord. Vraiment, en dernier recours, la visière. Survêtement, gants, je passe très vite là-dessus, juste pour vous dire, c'est vraiment pertinent quand on est en situation normalement où on a à faire affaire avec des gens qui sont contaminés par la COVID. Si on a à offrir des soins, par exemple, corporels, à des gens qui sont fortement soupçonnés, qui sont symptomatiques ou qui ont la COVID. Dans les autres situations de travail, on a vraiment diminué un petit peu nos exigences par rapport à ça. Ce n'est pas habituellement nécessaire de porter des survêtements ou des gants pour se protéger de la COVID. C'est beaucoup plus important d'avoir une hygiène des mains adéquate quand on est au travail. Par contre, évidemment, si vous utilisez des produits chimiques, bien oui, vous devez avoir ces équipements-là si c'est requis. Ce n'est pas le message que je veux passer. Mais si c'est juste pour se protéger du virus, faites attention, ce n'est pas nécessairement requis à beaucoup d'endroits. Donc, je vous invite à suivre les fiches là, pour voir dans quels endroits on les recommande plus spécifiquement, ces pièces d'équipement-là. Il y en a très peu de situations dans lesquelles on les recommande. Légèrement dépassé mon temps d'1 minute ou 2. Maintenant, on sera ouvert aux questions. Oui.
Alors, merci beaucoup. Je vois qu'il y a énormément de questions. Je vous rappelle qu'on va les prendre dans la section questions et réponses. J'en ai vu dans le chat également. Si on est capable, on va y retourner parce que je sais que M. Brodeur, vous avez répondu à certaines de ces questions-là, notamment la différence entre isolement et quarantaine, quarantaine étant un terme au niveau fédéral et aussi au niveau du déplacement entre les régions du Québec et les couleurs au travail, là, commencer à déterminer des couleurs au travail. Peut-être qu'on peut commencer là-dessus, puis je vais aller dans les questions tout de suite après. Oui, merci beaucoup. J'aimerais tout de suite répondre à la dernière là, pour clarifier ça tout de suite. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on revienne avec la gestion des cas et contacts. Geoffroy, il y a eu des questions là-dessus, tu peux le voir dans les questions-réponses. Mais je veux tout de suite clarifier la question du couvre-visage parce que c'est un gros enjeu. Il y a un comité paritaire à la CNESST sur lequel on participe, moi et Geoffroy d'ailleurs, là, sur la question. La Fédération des chambres de commerce est présente aussi. En fait, le couvre-visage, là, pour bien préciser, il ne fait pas, comme vient juste de vous le présenter, Geoffroy, il ne fait pas partie des exigences en matière de santé et sécurité du travail par la CNESST ni par la santé au travail en santé publique. Toutefois, le gouvernement a passé un décret le 18 juillet dernier obligeant le couvre-visage dans les milieux publics fermés ou semi-fermés. Et il a exclu les travailleurs, c'est bien précisé dans le décret, sauf pour les ascenseurs, les halls d'entrée et les aires d'accueil. Donc, pas aire commune, aire d'accueil. Ça, c'est une nuance importante. Ce qui fait en sorte que nous, en santé au travail, la façon dont on approche la chose, c'est qu'on dit, de toute manière, quand vous respectez la hiérarchie des mesures de contrôle qui viennent vous être présentées, le travailleur devrait habituellement, lorsqu'il se trouve dans ces zones-là, avoir un masque médical de toute façon et répondre à l'exigence du décret. Si ce n'est pas le cas, parce que, par exemple, il travaille dans un bureau fermé à l'étage puis qu'il prend l'ascenseur pour aller dîner, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation de masque médical puisqu'il n'est jamais à proximité de personne dans sa journée, sauf quand il sort aller dîner. Il doit minimalement porter un couvre-visage quand il prend l'ascenseur comme n'importe qui d'autre a l'obligation. C'est comme un seuil en bas duquel il ne faut pas descendre. Mais ce n'est pas une exigence qui vient de la santé au travail ni de la CNESST. Ça, c'est une précision que je voulais apporter. Pour répondre à la question, il n'est pas interdit de porter un couvre-visage. C'est juste que nous, on ne le recommande pas nécessairement. Puis à 2 mètres, si vous êtes à 2 mètres en tout temps, il n'y a rien qui est obligé pour les travailleurs, sauf ascenseur, hall d'entrée et aire d'accueil, évidemment. Geoffroy, je te laisse aller pour la gestion cas et contact. Il y a eu des questions là-dessus. Puis, peut-être juste avant, Justin, je ferai peut-être une petite précision sur le masque que j'ai oublié de faire dans la présentation. Le masque, on le recommande fortement dès qu'on a des contacts à moins de 2 mètres entre travailleurs qu'on ne peut pas éviter. Auparavant, nos fiches étaient vraiment écrits jusqu'à un maximum de 15 minutes. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est pas que le virus va instantanément infecter quelqu'un, mais on s'est rendu compte que le 15 minutes était beaucoup interprété comme étant une permission. C'était pas du tout l'esprit dans lequel on avait imaginé le 15 minutes. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart de nos fiches vont être mises à jour prochainement. Et la notion du 15 minutes va être ramenée en bas de page. Elle va être beaucoup plus encadrée. Va dire, en général, ce qu'on va vous recommander, si vous avez à travailler à moins de 2 mètres, vous portez le masque médical. Point. Oui, mais ceci étant dit, on va quand même distinguer qu'il y a certaines rencontres extrêmement brèves, interactions très brèves dans un milieu de travail où je croise quelqu'un dans les escaliers ou dans un couloir, jusqu'à un maximum de 15 minutes, ces situations-là ne sont pas visées par cette recommandation. Mais le message à retenir, là, vous avez des gens, vous n'avez pas le choix de les faire travailler à moins de 2 mètres, pas couvre-visage, c'est masque médical de qualité, en tout temps, quand on a des situations de ce niveau. Puis bien entendu, comme Justin l'a mentionné, partout dans le décret où c'est écrit que les travailleurs sont visibles dans les halls d'entrée et ascenseurs, si vous avez le masque médical à la place du couvre-visage, bien entendu, c'est suffisant. Je pense que c'était évident, là, mais bien faire comprendre, si vous avez comme politique dans votre entreprise de fournir un masque médical dès l'entrée du bâtiment aux travailleurs, vous n'avez pas besoin de vous soucier du décret, vous êtes couvert. Exact. Merci Geoffroy, c'est très belle précision. Moi, juste avant que tu parles de la gestion des contacts suite à un cas confirmé, juste tenir compte là, que d'une région à l'autre, une certaine variabilité. Là, je sais que Montréal a eu ses enjeux, Montérégie aussi. Il y a quelques régions comme ça où vous avez demandé un certain rôle aux employeurs. Puis dans d'autres régions où ils font l'enquête au complet encore, là, fait que peut-être présenter un peu, puis vers où on aimerait aller idéalement.
Ouais. Est-ce que c'est la responsabilité de l'employeur de gérer les contacts étroits, dans le fond? Grande question. Moi, je dirais en partie oui, parce que vous ne pouvez pas vous abstraire de vos obligations d'employeur. N'oubliez pas l'article 51 de la loi santé et sécurité au travail. C'est d'abord et avant tout la responsabilité de l'employeur de maintenir un lieu de travail sécuritaire et de s'assurer que personne contagieuse présente sur les lieux de travail, ça fait partie d'une exigence de maintenir un lieu de travail sécuritaire. Le problème en essayant d'attendre la direction de santé publique, ne faites pas ça. Je vous en ai parlé tantôt. On a de la difficulté à arriver à temps à cause des délais qui sont dans le système. Puis quand vous y pensez, quelqu'un est symptomatique qui arrive dans votre établissement, vous l'envoyez à la maison passer un test, il va se passer au moins 48 heures avant qu'il y ait un résultat confirmé. Ce résultat-là va être normalement envoyé la journée même à la direction de santé publique. Dans le meilleur des cas, la personne, probablement 36 heures, donc plus que 72 heures, excusez-moi, après le contact, va être appelé par la direction de santé publique. Ça, c'est quand ça allait bien, avant qu'on ait vraiment une avalanche de cas. Va être enquêté, avant qu'on identifie que c'est le milieu de travail, c'est une des places où la personne a pu infecter des gens, que ça soit transféré à notre équipe. Il peut facilement se passer une semaine avant qu'on vous appelle. Je suis désolé, une semaine, il est trop tard. Si vous vouliez couper la chaîne de transmission, il y a probablement d'autres de vos travailleurs, s'ils ont été en contact, qui commencent à être contagieux au moment où on vous appelle, qui ont déjà commencé à transmettre le virus. Donc, si vous voulez avoir une longueur d'avance, vous n'avez pratiquement pas le choix de faire une certaine partie de la gestion par contact. Et je voudrais quand même vous rassurer par rapport à cet effet-là. La plupart des régions ont des outils pour vous aider. Nous, à Montréal, on en a un qui est disponible sur le site web de la Direction régionale de santé publique. La plupart des régions ont aussi de ces outils-là, dans lesquels on vous explique vraiment comment le faire. On vous propose même une grille, un questionnaire de symptômes avec vraiment un tableau. Si mon travailleur est dans telle situation, qu'est-ce que je fais? Avec vraiment une démarche là, pas à pas. Si vous avez besoin de soutien, nous, on offre un soutien à toutes les entreprises qui sont aux prises avec la COVID. Donc, il y a toujours un intervenant de l'équipe qui va parler avec le milieu de travail. Puis quand on vous dit qu'on vous transfère complètement la responsabilité, c'est un peu gros, c'est un peu fort là, dans le vin. Je vous dirais, on vous accompagne beaucoup là-dedans. Donc, ce n'est pas une transmission complète de la responsabilité au milieu de travail. On vient en appui à vous. Mais n'oubliez pas, l'esprit de la loi, c'est également que le milieu de travail se prenne en charge en bonne partie. Ça a toujours été le cas depuis 1979. C'est dans l'esprit de la loi. C'est dans l'esprit de l'article 51 aussi de la loi. Vous ne pouvez pas vous abstraire de cette responsabilité-là, mais on ne vous laisse pas tout seul là-dedans. C'est le rôle du réseau de vous accompagner. Donc, on le fait. N'hésitez pas à appeler vos personnes pour vous aider là-dedans. Puis, je vous invite à le faire parce que c'est impossible d'aller plus vite autrement. Puis on fait la même chose avec les autres milieux, soit dit en passant. Dans les écoles actuellement, ils trouvent ça lourd un peu des fois les directions d'école, mais ils le font parce qu'ils ont compris que s'ils attendent des équipes de santé publique qui n'ont pas assez de personnel, on ne sera pas capable de juguler. Je peux juste vous l'illustrer. On est 120 personnes à Montréal dans l'équipe de santé au travail. Il y a 55 000 milieux de travail en excluant les milieux de soins et les milieux éducatifs. Fait que calculer, ça ne fait pas beaucoup de temps à passer par chaque entreprise. Fait que si le moindrement, on a un nombre élevé d'entreprises qui commencent à avoir des problèmes, c'est impossible qu'on puisse résoudre à votre place la situation, malheureusement. C'est ça aussi que j'allais dire, c'est que le rôle officiel, c'est les équipes de santé publique qui l'ont, mais comme vous l'explique Geoffroy, parfois ça peut devenir corsé. Le milieu de travail peut prendre les devants. Je veux revenir au document au début, là, le questionnaire de symptômes. Il y a certaines informations là-dedans aussi, des suggestions justement pour que le milieu de travail soit proactif et retire les personnes qui sont symptomatiques, mais qui ne sont pas confirmées encore. C'est une suggestion, une question d'être proactif, comme Geoffroy a dit, puis pas attendre qu'il y ait des enquêtes ou des résultats de tests avant de bouger. Ça peut être une très bonne idée, même au niveau opérationnel et même financier, parce qu'on peut, si on coupe une éclosion, tout le monde est gagnant, la santé des gens en premier, mais aussi le fonctionnement même de l'entreprise. Je dois préciser quelque chose, parce que je regardais le volet de questions aussi. Si les gens disent que c'est quand même pas notre responsabilité d'aller gérer les contacts à l'extérieur de l'entreprise, bien sûr que non. On ne vous demande pas de faire ça. C'est de vous concentrer en fait sur les contacts entre travailleurs. Et ça, vous avez un grand rôle à jouer là-dedans. Puis je vous le disais, si vous suivez les mesures préventives qu'on vous a présentées, en fait, des contacts étroits, vous n'aurez pas beaucoup, voire aucun, dans votre milieu de travail. Portez une attention particulière aux endroits où on peut briser ces règles-là. C'est beaucoup les moments de repas, l'arrivée, les lignes devant le punch. Ça,
la petite cigarette que certains travailleurs vont prendre. Je sais que c'est difficile à gérer, pas nécessairement facile, mais c'est beaucoup là que la contagion se fait. Si elle se fait en périphérie de l'entreprise, c'est arrivé à quelques reprises chez nous à Montréal. En général, on essaie de mettre des équipes là-dessus, d'essayer de travailler avec les communautés pour essayer de briser cette transmission-là, pour aider l'entreprise. Mais bien sûr, on ne vous demande pas d'aller vous-même dans le milieu. Quand on parle d'aider à la gestion cas et contact, on ne va pas jusque-là. On est bien clair là-dessus. Ça, c'est plus la responsabilité de santé publique, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, je regarde voir s'il y avait d'autres. Est-ce les personnes qui ont voyagé interrégion d'une zone verte à rouge qui devraient être mises en quarantaine? La quarantaine s'applique vraiment pour les voyages à l'étranger actuellement. Donc, on n'a pas Je vous invite plutôt à le voir comme étant les contacts significatifs de cas suspects devraient vous inviter à mettre en isolement ou pas les gens quand on fait juste des voyages à l'intérieur du Québec. Il n'y a pas de période de quarantaine qui est recommandée. Quand on arrive d'étrangers, ceci dit, il y en a une. Et elle est gérée par le fédéral. Et soyez attentifs parce qu'il y a certaines catégories de travailleurs qui en sont exemptés. Puis si vous n'êtes pas sûr, appelez l'Agence des services frontaliers parce que les amendes sont très salées et très sévères. Si les personnes brisent la quarantaine qui est obligatoire. Et on parle d'une vraie quarantaine au cas du fédéral quand on vient de l'étranger, ce qui peut être le cas quand même là, pour les travailleurs dans vos entreprises. Et ça, pour ça, Geoffroy, je vous demande de rester attentif. Là. Il y a une mise à jour des fiches pour les gens là, qui entrent au pays, là, pour les travailleurs étrangers temporaires, mais ça s'applique aux personnes là, qui reviennent au pays. Des fiches de recommandation qui vont être sur le site de l'INSPQ, ainsi que pour les situations, les gens qui sont exempts de quarantaine. Le fédéral, parce que c'est une juridiction fédérale, peut exempter certaines situations, mais il y a aussi des recommandations à suivre au niveau provincial. Ça va être en ligne la semaine prochaine. C'est bon. Donc, c'est des petites questions que je vois vite. Si on porte des lunettes de vue, est-ce que tu es obligé de porter des lunettes de protection? Si votre tâche ne l'exige pas pour d'autres raisons, pour des produits chimiques ou des risques physiques, la réponse n'est pas nécessaire de porter nécessairement, comme je vous disais, des lunettes de sécurité. Il peut y avoir certaines adaptations, ceci dit, qu'on peut faire assez simples des lunettes et c'est accepté par la CSST, en autant que le port de lunettes de protection n'était pas requis pour d'autres choses. Devons-nous exclure des lieux de travail les conjoints d'un conjoint cas contact d'un cas de COVID? Là, je vais essayer de bien expliquer. Vous n'êtes pas obligé de mettre en isolement des contacts de contact. Ça, c'est un grand principe très simple, c'est-à-dire il y a un conjoint qui a la COVID, sa conjointe, elle doit être mise en isolement, oui. Par contre, des personnes qui sont en contact avec la conjointe en question, non. Donc, le contact d'un contact n'est pas quelque chose qu'on considère à risque. Par contre, malheureusement, vous devez tenir compte des contacts domiciliaires. C'est-à-dire, un employé duquel la conjointe a la COVID, par exemple, ne devrait pas venir au travail. Ça, c'est assez clair. Donc, vous devez mettre ces gens-là en isolement comme si c'était un autre travailleur parce que je vous le disais, je sais que vous sentez que c'est un peu moins dans votre tasse de thé, mais le virus ne fait pas la différence, évidemment, il se propage d'une personne à l'autre. Donc, si on veut être logique, ce qui s'applique dans les règles de transmission s'applique aussi pour les contacts domiciliaires. Et Geoffroy, lorsque l'enquête se fait de toute façon, puis quand elle se fait à temps aussi, là, les gens sont informés, justement, les contacts domiciliaires sont considérés très élevés et ils ont une consigne d'isolement aussi qu'ils doivent respecter. Okay. Dernière petite chose en terminant, je sais que ça termine vite, les tests, c'est pour qui? Personnes symptomatiques actuellement, allez passer des tests. Si vous n'avez pas de symptômes, à moins d'avoir une direction de la direction santé publique pour une raison particulière, vous n'allez pas passer de test, sauf si vous êtes le contact. Encore la seule exception qui reste, le contact d'un cas confirmé, donc de COVID. Pour l'instant, les règles ont changé un petit peu parce que notre capacité de tester est un petit peu à côté actuellement. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu continuer toute la journée. Malheureusement, je sais que vous devez vaquer à vos autres occupations. Donc, au nom de la Fédération des chambres de commerce, je voulais vraiment vous remercier, Dr. Denis, M. Brodeur, pour votre temps ce matin. On m'avait dit, Dr. Denis, que vous étiez un bon vulgarisateur et je confirme. Un peu comme tout le monde, j'essaie de me tenir informée, mais ça n'a jamais été aussi clair. On a la chance, évidemment, de pouvoir vous poser des questions, mais c'est vraiment très, très apprécié. On le voit au nombre de questions qu'il y a encore beaucoup de confusion, donc ça aide beaucoup ce matin. Et la bonne nouvelle, c'est que je rappelle que la rencontre d'aujourd'hui a été enregistrée et donc elle sera disponible sur la plateforme RH de la Fédération des chambres de commerce. Et merci à Karine, évidemment, chez nous, qui est aussi une ressource pour l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui. Puis Karine, tu n'as pas de problème à ce qu'on partage le PDF avec la présentation PowerPoint avec les gens qui étaient sur la ligne aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Aucun problème. On va aussi la mettre sur la plateforme également. Parfait. Bien, merci beaucoup à tous. Bonne journée et puis merci pour votre travail. Salut.
Merci.